بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors on est rendu à la 9e séance et après avoir précisé ou expliqué ou donné plusieurs explications de l'article 49 du Code de la famille, on a dit que le législateur a permis à ceux qui sont sur le point de se marier de se mettre d'accord sur les conditions de répartition, les conditions d'investissement, les conditions de fructification des biens qu'ils auront acquis pendant leur vie ou tout au long de leur vie conjugale. Et on a dit ceci, il peut être transcrit dans une forme contractuelle écrite, c'est-à-dire dans un accord qui est une forme contractuelle écrite, un accord qui est écrit et qui est fondé sur le principe de volonté ou de l'autorité de la volonté. Et puis la question sur laquelle on s'est arrêté, c'était le cas, le problème lorsqu'il se pose, lorsqu'il n'y a pas d'un tel accord de gestion des biens entre les époux, lorsqu'il n'existe pas un accord qui permet ou que ces clauses permettent de gérer les biens des époux, les biens acquis pendant le mariage. Quoi faire dans ce cas et comment le législateur a-t-il réagi? Alors on est arrêté ici pour répondre à cette question. On est devant le cas suivant, c'est l'absence du dit accord et en même temps il faut savoir le pouvoir discrétionnel ou le discrétionnaire ou le pouvoir d'appréciation de juge. Alors si les époux ont déjà un accord sur la gestion de leurs biens acquis pendant le mariage, les conditions de fructification et les conditions de répartition ne peuvent pas poser de problème. Surtout quand au niveau des modes de preuve, c'est l'ithbat. Et lorsqu'on parle ici des modes de preuve, ce sont des modes de preuve qui concernent les droits et aussi les obligations incluses dans cet accord. Alors, le problème ne se pose pas. Mais cependant, l'absence ou l'inexistence d'un tel accord ou du dit accord, il peut entraîner, surtout dans le cas où un conflit est surgi entre les époux. Alors, on tombe dans une question qui touche la perte de ses droits et obligations. Pourquoi? Parce qu'il y a une absence des modes pour les prouver, pour prouver ses droits et ses obligations. Et alors, dans cette perspective, alors, devant cette situation, le troisième alinéa de l'article 49 toujours du Code de la famille stipule, à défaut de l'accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve. المبادئ العامة للإثبات
mais tout en prenant en considération, bien sûr, le travail de chacun des époux, des conjoints, les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il a assumées pour fructifier les biens de la famille. Alors, cette disposition juridique traite la question de l'absence d'un accord entre les époux. Ceci veut dire que la lecture de cette disposition juridique permet de conclure qu'il est entendu que l'absence d'accord entre les époux sur la manière de gérer, la manière d'investir et de répartir les biens obtenus tout au long de la vie conjugale pose des difficultés au niveau de preuve. Donc, en cas de litige, à cet égard, les époux doivent se référer aux règles générales de preuve, telles que mentionnées explicitement dans l'article ou dans le troisième alinéa de l'article 49 du Code de la famille. Mais il est essentiel de noter et de souligner que le juge est obligé, dans ce cas, de prendre en compte le travail de chacun des époux, de prendre en considération et en compte les efforts déployés et les fardeaux supportés par les époux, bien sûr, mais pour développer et pour faire fructifier les biens de la famille. Ceci veut dire qu'en absence d'un accord de gestion des biens des époux, et c'est le cas de la majorité, c'est la majorité des cas, c'est le cas le plus courant, puisque le conflit ou le contrat relatif à la gestion des biens reste optionnel, c'est pas obligatoire. L'article 49 du Code de la famille stipule et fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il a assumées pour faire fructifier les biens de la famille. Ceci veut dire qu'en cas de conflit entre les époux sur les biens familial et en absence d'un accord sur les conditions de fructification, les conditions de répartition de ces biens, il appartient au juge de décider la répartition des biens entre eux. Alors il a le pouvoir d'appréciation, le pouvoir discrétionnel, sulta taqdiriya lil qadi, pour faire la répartition et la fructification des biens des époux, toujours en cas, surtout en cas de conflit. Ceci veut dire que c'est une responsabilité laissée au juge pour assurer une répartition juste des biens des époux en cas de conflit. Et dans cette perspective, le juge dispose d'un important pouvoir discrétionnaire à travers lequel il doit prendre en considération le travail de chacun des époux, leurs efforts fournis et leurs charges assumées pour faire fructifier et répartir les biens acquis pendant le mariage. Et à cet égard, il est essentiel de noter et de souligner que
la majorité de ces cas posent de difficultés au niveau des preuves. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle de telles situations présupposent que le juge joue un rôle actif dans le domaine de la preuve, un rôle positif et actif dans le domaine de la preuve pour décider, bien sûr, de la fructification et de la répartition des biens de la famille, surtout lorsque les époux sont dans un cas de différend ou de conflit ou de litige. Bien que cet alinéa, ce troisième alinéa de l'article 49 du Code de la famille, bien qu'il donne aux parties au conflit la possibilité de prouver leurs droits, bien sûr conformément aux règles générales de la preuve, et que le juge peut se baser sur un ensemble d'éléments en tant qu'indicateur pour déterminer la portion, la partie, la proportion de la contribution de chaque époux séparément. Cette disposition pose néanmoins de multiples problèmes, de multiples difficultés qui peuvent s'expliquer comme suit. Alors, il y a un problème qui est lié à la détermination, c'est-à-dire la signification des règles générales de la preuve. Ce qui fait qu'il faut savoir en premier lieu en quoi consiste, qu'est-ce qu'on entend, ou qu'on entend par les règles générales de la preuve. Le législateur, n'ayant précisé ni la nature de ces règles générales, ni leur source, de même, n'a pas précisé dans l'article 49. De même, lorsqu'on essaye pour comprendre le but ou l'objectif général du législateur par rapport à cette disposition, et pour qu'on puisse comprendre le sens de ces règles générale de la preuve, on est allé chercher un petit peu sur les débats qui ont entouré la préparation, la promulgation de cette disposition, ce qui fait que l'utilisation des travaux préparatoires de l'article 49 du Code de la famille ne permet pas aussi d'expliquer la volonté du législateur sur la détermination ou la compréhension, la délimitation des règles générales de la preuve. Alors, pour expliquer et interpréter, bien sûr, cette ambiguïté, certains auteurs pensent et croient que les règles générales de la preuve sont celles incluses dans le droit civil, particulièrement dans le DOC, c'est-à-dire le Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le législateur aurait dû accorder aux deux parties la liberté de la preuve, ce qu'on appelle, aurait dû adopter une approche de liberté de preuve, c'est-à-dire hurriyat al-ithbat, sans la restreindre
au sens de la preuve civile, c'est-à-dire de la preuve à travers les dispositions du Dahir, des obligations et des contrats. Pourquoi? Parce qu'elle se heurtait aux exigences de l'article 443 du DOC. Cet article 443 de DOC impose une preuve écrite, authentique ou sous signe privé, éventuellement établie sous forme électronique ou transmis par voie électronique pour tout accord ou autre fait juridique ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations et des droits dont la valeur ou la somme dépasse 10 000 dirhams. D'autres auteurs estiment qu'à travers le troisième alinéa de l'article 49 du Code de la famille, le législateur a accordé à chaque époux le droit de déposer une plainte, de déposer une action, une requête, une action de justice devant le tribunal pour faire valoir son droit. Et dans ce cas, le tribunal a l'obligation de trancher, a l'obligation de solutionner le litige, de résoudre le litige aussi, même si les preuves ne sont pas présentées par écrit et ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 443 du DOC. Le motif principal qui a été soulevé à travers cette littérature ou ces auteurs, c'est que le motif principal des tenants de cet avis est que l'article 443 de DOC est un texte qui est général, alors que la preuve doit avoir lieu conformément aux dispositions du texte spécial qui est l'article 49 du Code de la famille. Et pour cela, les époux peuvent adopter tous les moyens, peuvent se référer à tous les moyens de preuve sans être liés à des exigences ou exigences qui ont été mentionnées dans l'article 443 du DOC. Surtout que la lecture de ce troisième alinéa de l'article 49 du Code de la famille permet aussi de constater que le législateur a dispensé les époux de prouver par écrit en énumérant un ensemble d'éléments que le juge peut utiliser dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire le fait de prendre en considération le travail, les efforts déployés des époux, la prise en charge, l'éducation des enfants, et ainsi de suite. Alors c'est un ensemble des éléments que le juge doit prendre en considération, qui peut utiliser bien sûr dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Mais cependant, il existe une autre catégorie d'auteurs qui ont aussi un autre avis. Cet avis, il se fonde sur le fait d'invoquer l'article 400 du Code de la famille. Cet article dispose que pour tous ceux qui n'a pas expressément énoncé dans le présent code, c'est-à-dire le code de la famille, il y a lieu de se référer aux prescriptions du rite malikite. Alors c'est le droit musulman. Alors on est devant ici le recours
la possibilité de recourir au droit musulman selon le rite malikite pour déduire bien sûr des règles de droit, mais principalement pour aussi se référer à des preuves, c'est-à-dire de se baser sur le droit musulman pour tout ce qui concerne les preuves ou les modes de preuve d'un point de vue de droit musulman. Alors ici, c'est que il faut se référer au rite malikite, c'est-à-dire le droit musulman, et aux conclusions de l'effort jurisprudentiel, ce qu'on appelle en arabe al-ijtihad. Bien sûr, cet article précise qu'au fin de donner leur expression concrète aux valeurs de justice, d'égalité et de coexistence harmonieuse dans la vie commune que prône l'islam. Alors, pour ces auteurs, cette stipulation, c'est-à-dire l'article 400 du Code de la famille, constitue une référence juridique sur laquelle on peut se fonder, on peut se baser pour déterminer la nature des règles générales de preuve stipulées dans ce dernier paragraphe de l'article 49 du Code de la famille, vu bien sûr la relation du droit musulman par rapport au Code de la famille, et vu que le droit musulman est une source traditionnelle officielle de droit positif marocain. Donc, la question qui se pose, et c'est une question qui a été posée, qui a fait couler beaucoup d'encre, bien sûr, dans la littérature, et de savoir si ces règles de preuve, ces règles générales de preuve, doivent-elles être conformes au droit musulman ou au DOC, au droit musulman, ou au Dahir, des obligations et des contrats, c'est-à-dire le droit civil. Alors, en conséquence, on peut dire que les règles générales de preuve sont celles relatées dans le droit musulman, particulièrement selon l'école de pensée malikite, et non pas celles stipulées dans le DOC, car ce dernier n'est pas considéré comme une source supplémentaire pour le code de la famille. Contrairement bien sûr à l'école malikite, comme je l'ai expliqué, qui est considérée selon l'article 400 du Code de la famille comme telle, comme une source essentielle. Et en parcourant bien sûr certaines dispositions des tribunaux de première instance, nous constatons qu'il existe plusieurs opinions, ce qui fait qu'il n'y a pas plusieurs jurisprudences, plusieurs décisions diverses, ce qui fait qu'il n'existe pas une position ou une seule position de la jurisprudence marocaine sur ce problème. Alors, ceci fera l'objet de la séance prochaine, et on va essayer de traiter cette question de savoir les règles de preuve qui doivent être soit conformes au droit musulman, soit conformes au DOC, mais d'un point de vue de la jurisprudence marocaine. Je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite bonne fin de journée et à la séance prochaine. Merci beaucoup.